Bonjour. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu les TD à la demande de vos collègues. Donc, on va traiter maintenant la série 2. Et on va voir le premier exercice. On vous demande de donner la structure des produits A, B, C, donc qui sont des mélanges racimiques. Alors, vous avez ce produit et vous avez les réactifs qui vont vous donner A. Et à partir de A, vous avez certains réactifs pour obtenir B. Et en milieu acide, en chauffant, on va avoir le composé C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord analyser les réactifs et les produits. Donc, si vous avez remarqué ici, vous avez un groupement carbonyle. Et là, vous avez une alpha-bêta insaturée. Donc, alpha-bêta insaturée. Là, vous avez un groupement carbonyle. Et vous avez deux sortes d'hydrogène en alpha. Donc, vous avez une base, certainement, qui va arracher l'un des hydrogènes. Et on va voir une addition 1, 4 ici. Alors, on va voir tout ça en détail dans la solution. Alors, regardez maintenant la solution. Donc, le premier réactif, et là, il s'agit d'une addition nucléophile 1,4 de Michael, d'un carbanion, qui est une méthylène activée. Donc, ça, c'est la méthylène activée sur un aldéhyde alpha-bêta insaturé. Alors, l'aldéhyde alpha-bêta insaturé, elle est là. Alpha-bêta insaturé. Donc, on va assister à une addition 1, 4. Alors, si vous avez remarqué ici, vous avez le groupement carbonyle. Et là, vous avez des hydrogènes en alpha. Alors, vous avez des hydrogènes en alpha ici et des hydrogènes en alpha ici. Alors, les hydrogènes les plus acides sont ceux-là. Pourquoi? Parce que vous avez le cyanure qui est également un groupement attracteur. Donc, au milieu basique, l'éthanolate, on va arracher cet hydrogène et on va former ce carbanion. Alors, le carbanion que vous avez ici, donc il va faire une addition 1, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va obtenir ce composé. Alors ensuite, donc vous allez obtenir l'éthanolate. Donc ça, c'est l'éthanolate. Et quand vous avez l'éthanol comme solvant, l'hydrogène que vous avez ici va être arraché. Et on va former l'énolate. Une fois arraché cet hydrogène, on va former l'énol. Et comme vous savez, l'énol est en équilibre avec l'acétone. Alors ça, c'est le composé A. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ce composé A. À partir de A, composé A, on vous demande de réduire la fonction Cn. Bon, il ne faut pas chercher, il faut réduire Cn en NH2. Donc il faut s'arranger pour avoir la molécule comme ça. Pour avoir la formation d'un cycle 6. Donc c'est ça l'enjeu, il faut avoir une vision dans le travail. Dans votre travail, il faut avoir une certaine vision. Donc une fois que vous êtes dans cette position, donc vous avez l'addition 1, 2, on va obtenir ce produit. Après l'échange de protons, ça veut dire ce proton va s'ajouter ici, on va former ce produit-là. Et là, vous avez l'alcool. Donc, il suffit en milieu acide, pour gagner un peu plus de temps, quand vous avez un aminol, amine-ol, une fonction aminol, donc alpha-aminol, OH, l'alcool, et la lamine, vous pouvez avoir tout simplement le départ d'une molécule d'eau ici en milieu acide. Et vous allez former ce qu'on appelle l'imine. D'accord? Alors, une fois que vous avez l'imine, on va voir, donc c'est notre composé qu'on souhaite, tout simplement. Donc, en milieu acide, donc, on va accrocher ce proton
sur le doubli libre de l'oxygène, ce qui fait que vous allez former un groupement partant qui est l'eau. Bon, il suffit que cette liaison revient ici et va laisser partir la molécule d'eau. Alors bien sûr, une molécule d'eau viendra arracher le proton ici, puisque vous allez avoir un N+, et vous allez obtenir votre composé C. Alors dans le deuxième exercice, on vous demande de donner la structure de A et d'expliquer la formation de B. Bon, il faut négliger l'aspect stéréochimique. Et vous détaillez le mécanisme de formation de B en faisant apparaître les doublés libres des électrons ainsi que les orbitales vacantes éventuelles. Et quel produit minoritaire pourrait se former simultanément avec B. Alors à chaque fois, il faut analyser le produit, les réactifs qui vont donner A, ensuite cette formation avec les réactifs suivantes qui va donner B. Alors on va voir ça en détail. Alors dans la solution de l'exercice 2, là, on a une addition nucléophile 1,2 d'un carbanion énolate sur un aldéhyde. Donc la même chose, vous avez l'éthanolate comme base qui va arracher des hydrogènes en alpha. Alors là, vous avez deux sortes d'hydrogènes en alpha. Vous avez cela et vous avez cela. D'accord? Alors bien sûr, les hydrogènes les plus acides sont ici. Mais on va utiliser ces hydrogènes. Alors vous allez me dire, monsieur, comment on sait? Il suffit de voir le produit d'arrivée. Alors si vous regardez le produit d'arrivée, vous allez voir que cet hydrogène ne va pas vous amener à la fin. Donc c'est cet hydrogène qu'on va arracher, malgré qu'il est moins acide, puisque vous avez ici un groupement d'honneur. Alors une fois que vous aurez arraché ce proton, donc là vous aurez l'attaque 1, 2 sur ce groupement nucléophile, donc une addition nucléophile qui va vous ramener à ce produit-là. Alors dans cette étape, quand vous êtes dans un milieu éthanol, donc le moins ici va arracher un hydrogène et vous allez dégager l'éthanolate et se retrouver avec cet alcool. D'accord? Alors bien sûr, en milieu basique, vous allez former une double liaison à ce niveau-là, un alcène. Alors l'alcène, il suffit d'arracher un proton ici avec un AOH, la base forte, et à partir de là, cette liaison va revenir ici, vous aurez le départ d'OH-. Donc on va former un alcène ici. C'est ce qu'on appelle une déshydratation. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on a formé? On a formé une cétone alpha, bêta, insaturée. Alors après, on va avoir une addition de Michael d'un carbanion méthylé activé. Donc voilà, vous avez votre alpha bêta insaturé ici. Et là, donc vous avez ce produit-là avec cet hydrogène très acide, puisque vous avez deux groupements attracteurs. Donc vous allez arracher ce proton et vous allez avoir une addition 1, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le O- que vous avez ici, il va récupérer un hydrogène à partir de l'éthanol. Et on va avoir l'énol qui va être en équilibre avec une cétone. Donc on va obtenir ce produit-là. Donc on va obtenir ce produit-là. Alors une fois qu'on a le composé C, sous l'action d'une base qui est l'éthanolate, on va arracher
un hydrogène en alpha. Alors les hydrogènes en alpha que vous avez ici, et là aussi vous avez un hydrogène, et là aussi vous avez un hydrogène. Donc en fait, vous avez trois possibilités. On peut arracher soit cet hydrogène, ou bien cet hydrogène, ou bien cet hydrogène. Donc la cyclisation va nous permettre d'obtenir différents produits. Donc l'arrachement de ce proton va nous donner une cyclisation de 4 carbones. L'arrachement de ce proton va nous donner également la cyclisation de 4 protons, de 4 carbones. Par contre ici, la cyclisation va donner 6 carbones. Alors bien sûr, on va obtenir le produit majoritaire qui est le cycle à 6 carbones. Par contre, les autres vont être minoritaires. Alors pour l'exercice 3, on vous demande de proposer une méthode de synthèse du composé A que vous avez ici, à partir de l'X1N, 3-on, et de 2-éthylcyclopentane 1,3-dione. Alors vous avez la solution de l'exercice 3. Donc apparemment c'est une annihilation de Robinson. Donc Michael suivi de condensation. Alors le produit qu'on vous a donné c'est ce produit avec ce produit. Donc ça c'est une décétone. Alors pour arriver au produit A, donc il s'agit d'une cyclisation. Donc si vous avez remarqué, en comparant avec le produit de départ, vous avez deux groupements carbonyles avec un éthyle. Bon, là vous avez le même éthyle, un groupement carbonyl, mais l'autre il a servi de condensation pour créer un cycle à 6 carbones. Donc le processus est simple. Donc l'éthanolate, on commence par l'éthanolate. On va arracher un hydrogène en alpha, le plus acide. Vous le savez, c'est celui-là. Donc le carbanion que vous avez ici va attaquer ici et va faire une addition 1,4, donc une addition de Michael. Et on va arriver à ce produit-là. Mais l'énolate ici, que vous avez, ne va pas permettre la formation d'un cycle à 6 carbones. Donc ce qui fait, il va y avoir un équilibre avec cet énolate, et c'est cet énolate qui va réagir parce qu'il va nous fournir un cycle à 6 carbones. Donc le retour de cette liaison va permettre l'attaque sur ce centre électrophile du carbonyle, et vous aurez la formation de ce produit-là. Alors après l'hydratation ici, et la réaction d'élimination va vous donner le produit A. C'est l'étape que vous avez ici. Donc en milieu acide, on va former l'alcool et on va déshydrater sous la chaleur par exemple pour obtenir l'alcène. Alors on va voir maintenant l'exercice 4. On vous dit soit la réaction suivante. Donc là, bromure d'alkyle, RBr. Là, c'est une réaction avec le magnésium, Mg éther, va vous donner deux produits, 1 et 2. Alors ceci, donc l'organomagnésium, on va faire dans un deuxième temps le composé que vous avez ici, qui est un groupement carbonyle alpha-bêta insaturé. Ensuite, on va passer au milieu acide. Alors, les proportions obtenues en produit 1 et 2 en fonction de R, le R que vous avez ici. Alors, si le R est un méthyle, on va obtenir 20 pour le composé 1 et 80% pour le composé 2. Par contre, si on change le méthyle en isopropyl, qui est un groupement très volumineux et très encombrant, on va obtenir un pourcentage de 4 pour le 1 et 96% pour le 2. Alors on vous demande la structure de 1 et 2 tout en négligeant la stéréochimie
éventuelle et de justifier les proportions obtenues. Alors on va voir la solution. Alors il s'agit d'une addition nucléophile 1,2 ou bien 1,4 d'un organomagnésien sur une cétone alpha-bêta insaturée. Alors les organomagnésiens peuvent donner des additions 1,4 ou bien 1,2. Dans cet exemple, le groupement carbonyle est encombré par le groupement isopropyl. Donc l'addition 1,4 est majoritaire. Pour la même cétone, A, B insaturé, l'encombrement du groupe R du magnésien peut également influencer la réaction. Alors, plus l'organomagnésien sera encombré, ici échelle longue, plus la proportion en produit addition 1,4 sera majoritaire. Alors, je m'explique, regarde ici. Donc là, vous avez l'organomagnésien. L'organomagnésien qu'on va former, là c'est le produit organomagnésien. On ajoute le magnésien sur le chlorure d'alkyle. L'alkyle ici, c'est le méthyle. Donc on va former l'organomagnésien. Alors une fois que vous avez l'organomagnésien, vous avez deux additions nucléophiles possibles. Soit 1, 4, 1, 2, 3, 4. Ça vous permet d'obtenir ce produit-là. Soit 1, 2, ça vous permet d'obtenir ce produit-là. Donc il ne faut pas oublier que sur cette addition, vous avez ici un encombrement. Alors dans ces conditions, on obtient 80% du composé ici, parce que c'est l'addition 1, 4, et 20% pour ce composé, vous avez l'addition 1, 2. Donc l'addition 1, 2, ici, 1, 2, est très encombrée et moins accessible à cause de cet encombrement. Par contre, 1, 4, il est plus accessible parce qu'il se fait sur ce centre, loin de l'isopropyl. Ça, lorsqu'on a le méthyle. Alors, lorsqu'on change le groupement ici, lorsqu'on ajoute un groupement plus encombrant, ça peut être l'isopropyl par exemple, donc vous avez aussi deux possibilités d'addition, soit 1, 4, soit 1, 2. Mais regardez le 1, 2 ici, le produit est presque nul, 4%. Pourquoi? Parce que là vous avez un groupement R très encombrant, et là vous avez un autre groupement R très encombrant. Donc l'accès ici est très difficile par l'encombrement des deux groupes. Donc la seule possibilité qui reste, c'est l'addition 1, 4. Et on obtient le maximum de produit, 96%. Donc c'est l'explication ici. Donc vous avez le gène stérique. Alors ce qu'il faut tenir ici, c'est que le carbanion qui permet l'addition 1, 2 ou bien 1, 4 a été formé ici à partir d'un organomagnésien. Alors qu'on a l'habitude d'arracher un proton par un groupement qui possède des protons acides. Alors là, on peut l'obtenir également par les organomagnésiens. Alors dans l'exercice 5, on va voir rapidement un exercice sur la catalyse par transfert de phase. Donc l'une des difficultés rencontrées lors de l'hydrolyse basique d'un corps gras, l'oléine, qui est l'huile d'olive dans ce cas, vient du fait que l'on doit faire réagir un triglycéride non miscible à l'eau avec l'ion hydroxyde en solution aqueuse. Alors pour faciliter cette rencontre, on ajoute le chlorure de tétrabutylammonium en tant que catalyseur dans le milieu réactionnel. Alors, on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de saponification de l'oléine et de reproduire la présentation schématique de l'ion tétrabutylammonium et d'expliquer pourquoi un tel ion
est amphiphile. Ça veut dire l'affinité pour le milieu organique et pour les acides polarisés, que ce soit l'eau ou l'ion. Et bien sûr, comment agit l'ion tétrabutylammonium dans la réaction pour la rendre plus facile. Alors on va voir la solution. Bon, rapidement, on va traiter la solution de l'exercice 5. Donc là, l'oléine, ou bien l'huile d'olive, c'est un triester. Donc là, vous avez 3 fonctions ester. Alors la saponification, ou bien l'hydrolyse en milieu basique, va fournir le savon plus le glycérol. Bon, c'est un TP de savon qu'on a fait auparavant. Alors le problème dans ce cas, c'est que le OH, qui est un réactif minéral, n'est pas miscible avec l'ester, triester, qui est un produit organique. Alors, pour assurer le contact de OH- avec ce produit qui est normalement dans un solvant organique, on va utiliser la catalyse par transfert de phase. Donc, on va utiliser l'ion tétrabutylammonium, qui a un caractère amphiphile, car possède une extrémité hydrophile, qui est l'atome Z, parce que vous avez un ion positif ici, et plusieurs extrémités lipophiles, parce que vous avez des chaînes carbonées. Donc cette partie est soluble dans la phase organique, et cette partie est soluble dans la phase minérale. C'est pour ça qu'on dit qu'il est amphiphile, parce qu'il a 2 possibilités. Alors c'est lui qui va complexer le OH- pour le faire entrer en contact avec le triester. Alors les ions négatifs, qui sont les chlorures et l'hydroxyde, sont susceptibles d'être entraînés dans la phase organique où se trouve l'autre réactif, l'oléine, dans ce cas, par l'ion positif tétrabutylammonium. En absence de l'ion tétrabutylammonium, l'ion hydroxyde reste dans l'eau et le rendement de la réaction sera très faible. Donc, la complexation, comme je vous dis, de ce OH- va mettre en contact le réactif avec le produit. Et la réaction peut se faire plus facilement et avec un bon rendement. Alors, on a vu les exercices sur la réaction de condensation, on a vu un exercice sur la catalyse par transfert de phase, et là, on va faire quelques exercices sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, on va voir l'exercice 6. Donc, les éthylotests, le tube indicateur contient du dichromate de potassium, que vous avez ici, en milieu aqueux. Alors, on vous demande d'écrire la réaction qui se produit lorsqu'une personne ayant consommé de l'alcool souffle dans le ballon, sachant que l'on observe alors une couleur verte caractéristique des ions Cr3+. Alors, les éthylotests, c'est le type qu'on donne pour vérifier si les conducteurs ont consommé ou pas l'alcool. Donc, ils soufflent dans un tube, et là, il va y avoir une réaction d'oxydoréduction avec les molécules d'alcool qui sont susceptibles dans la bouche du consommateur, qui vont être oxydées et vont donner une coloration caractéristique verte du Cr3+. Alors, solution de l'exercice 6. Alors, les éthylotests sont constitués d'un tube rempli d'un solide imprégné d'une solution acidifiée de dichromate de potassium. Alors, au contact de l'éthanol, les ions dichromate, qui sont jaune-orange, vont oxyder l'éthanol en acide éthanoïque, avec formation d'ion Cr3+, qui est
qui a une coloration verte. Alors si l'air expiré contient de l'éthanol, un changement de couleur s'opère sur une longueur grossière proportionnelle à la concentration en alcool de l'air expiré. Alors la précision est de l'ordre de 20%, donc ça reste une méthode qui n'est pas vraiment fiable. Alors ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la réaction d'oxydation qui se fait. Donc c'est juste pour avoir une idée sur la pratique que vous pouvez avoir avec les réactions d'oxydoréduction. Alors les espèces chimiques qui sont présentes ici, donc vous avez l'éthanol, vous avez le bichromate, et vous avez le CR3+, et l'acide acétique. Avec les colorations des espèces, donc l'alcool qui est consommé par la personne est incolore. Le bichromate, il a une coloration jaune-orange. Le CR3+, il a une coloration verte. Et l'acide acétique, il a une coloration incolore. Alors là, vous avez l'explication des 3 étapes de cette réaction d'oxydoréduction de l'alcool. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. C'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc vous pouvez la revoir si vous voulez. Donc là, vous avez la réaction globale d'oxydoréduction entre l'alcool que vous avez ici et le bichromate qui vous donne l'acide acétique. Alors on va voir l'exercice 7. En utilisant le réactif qui convient, donnez une méthode pour réaliser l'oxydation suivante. Donc regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1, 2, 3 alcools dans cette molécule et on vous demande comment faire pour oxyder un seul OH, une seule fonction alcool. Donc ce qui fait les 2 autres n'ont pas été touchés. Alors ce sont des techniques qu'on utilise dans la synthèse organique. Qu'est-ce qu'on fait? On va protéger les 2 ici et on va oxyder tout simplement celui-là et après on va débloquer et récupérer les 2 alcools. Alors on va voir maintenant la solution de l'exercice 7. Donc ce qu'on a ici, c'est une oxydation en aldéhyde. Donc on a oxydé l'alcool en fonction aldéhyde. Et en plus c'est une oxydation un peu spéciale. Il ne faut pas toucher les autres alcools. Alors pour réaliser une oxydation ménagée, alors tout d'abord on désactive l'oxydant en utilisant de la pyridine. Donc on va s'arrêter au niveau de l'aldéhyde. Alors un aldéhyde ne peut s'oxyder en acide qu'en présence d'eau. Donc on va éviter le travail dans l'eau. Alors pour s'arrêter au stade de l'aldéhyde, il faut donc utiliser des oxydants non aqueux dans des solvants organiques. Et là on va utiliser ce réactif, le PCC, en pyridine comme solvant avec le HCl. Donc là, ça ne va pas dégager d'eau et on ne va pas aller jusqu'à l'acide carboxylique. Alors pour protéger le diol, regardez ici, vous avez une manière de protéger ce diol-là. Alors on va le protéger par un aldéhyde. Alors les acétals cycliques, donc là c'est un acétal cyclique, sont stables. Leur formation est réversible, ça veut dire on peut les récupérer après. Leur hydrolyse produit le CO de départ. Donc c'est une réaction réversible. Si par exemple vous avez un carbonyle et vous voulez le protéger, vous utilisez le diol. Et si vous avez le diol que vous avez ici, dans notre cas, et vous voulez le protéger, vous utilisez un carbonyle. Donc les deux sont possibles. Alors voilà, donc on va protéger les OH que vous avez ici par action avec un groupement carbonyle, dans ce cas c'est l'acétone.
Donc après protection, on va bloquer ici les deux alcools et on va oxyder. On va obtenir l'aldéhyde. On va s'arrêter au niveau de l'aldéhyde puisqu'on a le PCC. Et bien sûr, après, une fois oxydé, on va débloquer ou bien déprotéger et on va revoir les deux alcools que vous avez ici. Alors, en absence d'eau, car la suroxydation va fournir l'acide. Donc là, il ne faut pas utiliser l'eau pour s'arrêter au niveau de l'aldéhyde et obtenir le produit qu'on vous demande. Alors dans l'exercice 8, c'est la synthèse d'un bêta-bloquant, le propanolol, qui est un bêta-bloquant préparé selon l'enchaînement des réactions suivantes. Donc là, vous avez un noyau à deux noyaux aromatiques avec une fonction phénol. Là, c'est un phénol. Hein, il a l'allure d'un alcool, mais regardez, le carbone ici que vous avez, c'est un carbone sp2. Ce n'est pas un carbone sp3. Donc là, le OH, c'est un acide. Et là, vous avez une insaturation en produit chlorique avec une insaturation. Là, vous avez une base pour obtenir A, ensuite B, et on va faire agir l'amine ici pour arriver à la propanolol. Donc, on vous demande d'expliquer, de faire les intermédiaires pour arriver à ce produit-là. Alors, la solution de l'exercice 8, le propanolol est un médicament et c'est un agent bêta-bloquant. Il a pour rôle de diminuer la pression sanguine afin d'éviter l'hypertension. Alors là, comme je vous ai dit, il faut faire attention parce que le OH du phénol n'est pas un alcool. Hein, c'est un acide car lié à un carbone AX3 et pas AX4. Alors le OH est plus acide que l'alcool car sa base conjuguée est beaucoup plus stable par délocalisation électronique de l'effet mésomère. Donc une fois qu'on arrache ce proton, on obtient la base conjuguée qui est très stable par des effets mésomères, hein, parce que vous avez une conjugaison ici par ce noyau et par ce noyau. Donc c'est une base très stable. Donc regardez ici, donc le OH que vous avez ici, l'hydrogène, on a dit que c'est un hydrogène acide, donc une base moyenne, le CO3, le carbonate de potassium, va arracher ce proton et on va se retrouver avec ce O-. Alors le O-, la base conjuguée que vous avez ici, est très stable, donc il va avoir une attaque ici, une substitution nucléophile, pour avoir ici le groupement partant Cn-. Donc on peut avoir dans ce cas soit SN1 ou SN2. Donc SN2, l'attaque et le départ. Et on peut avoir SN1, pourquoi? Parce que le carbocation qu'on va former est un carbocation stable par effet mésomère conjugisant. Donc après la substitution nucléophile, on va se retrouver avec ce produit. Alors à partir de ce produit-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une oxydation de l'alcyne. Alors l'oxydation de l'alcyne par un acide métachloroperbenzoïque, qu'on appelle le CPPA, hein, le métachloroperbenzoïque. Hein, c'est un peracide. Alors les péracides que vous avez ici, donc vous avez OH, c'est un peracide, donc ça permet d'oxyder les alcènes, donc ça va donner l'époxyde. Donc c'est une réaction qu'on a fait en cours, c'est pas la peine de la détailler ici. Tout ce que vous devez savoir, que l'alcène avec le peracide donne l'époxyde. Donc il faut revenir en cours pour le mécanisme. Alors là, regardez, donc l'époxyde est ouvert par l'amine qui joue le rôle de nucléophile. Donc là, l'amine, l'azote, le doublé de l'azote,
va attaquer. Donc là, l'attaque, il peut se faire soit ici, soit ici. Mais regardez ici, là vous avez un groupement d'honneur, donc le centre ici est moins électrophile. Donc le centre le plus électrophile, c'est ici. Donc l'attaque, il va se faire de préférence à ce niveau-là. Donc le doublet de l'azote va attaquer, et bien sûr l'oxygène va reprendre les liaisons, les électrons de la liaison. Donc c'est une substitution deuxième ordre, parce qu'après l'hydrogène va s'accrocher sur le O-. Donc l'intermédiaire qu'on obtient ici, on va avoir un échange de protons, et vous allez former votre produit indiqué. Alors vous avez l'exercice 9, qui est la formation d'une molécule conjuguée. L'espèce A présentée ci-dessous subit la séquence des réactions suivantes. Donc vous avez réduction par excès de l'hydrure de lithium et d'aluminium dans l'éther anhydre pour donner B, déprotection de B en C et déshydratation de C en milieu acide pour donner D. Donc tout ça sur le produit A. Alors là, quelques indications. Donc le spectre infrarouge de D présente une bande intense à 1680 cm-1 et qu'une bande au-delà de 3000 cm-1. Alors en RMN, on observe en particulier un pic à 5,4 ppm, intégrant pour 2 hydrogènes, et un pic à 5,9 ppm, intégrant pour un hydrogène, et un singulier à 2,1 ppm, intégrant pour 3 hydrogènes. Alors on vous demande de donner les structures de B et de C, et de montrer que les données sont compatibles avec la formation d'une dione conjuguée D, dont la structure sera précisée. Et on vous demande de proposer un mécanisme pour la formation de C, et auriez-vous protégé le groupe carbonyle sous forme d'acétal. Alors on va voir la solution de l'exercice 9. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre d'oxydoréduction. Alors on va réduire, donc là c'est la fonction ester. Ce carbonal ne devrait pas être. Donc c'est une liaison directe ici. C'est un ester. Donc la réduction de l'ester avec l'hydrure de lithium et d'aluminium va vous donner l'alcool. Alors, après hydrolyse de l'acétal que vous avez ici cyclique, on va obtenir le carbonyle. Alors on vous dit que le spectre infrarouge montre une bande à 1680 cm-1, c'est la vibration d'élongation de la liaison CO. Donc vous avez la présence d'un groupement carbonyle. L'abaissement par rapport à 1780 cm-1 habituellement est compatible avec la conjugaison de cette liaison. Donc, absence de bande au-delà de 3000 cm-1 indique qu'il n'y a pas de liaison OH. Pour comprendre un peu l'obtention de ce produit-là, il faut voir ce que donne la réaction de déshydratation, donc la formation d'une double liaison, qui nécessite le départ de OH- et par conséquent sa protonation. Donc on va protoner OH ici, on va libérer une molécule d'eau, et l'obtention de la double liaison, elle va être faite par l'arrachement de ce proton-là. Cette liaison revient ici, et celle-là ici, on va obtenir ce produit qui est un produit très stable, parce que vous avez une conjugaison entre 3 insaturations. Alors, ce produit répond exactement aux données que vous avez ici, la forme cétone que vous avez ici, les signaux 3 hydrogènes, 2 hydrogènes et 1 hydrogène que vous avez dans les données. Donc vous avez la réponse à votre question. Alors bien sûr, enfin,
Donc la protection est nécessaire puisque l'hydrure de lithium aurait réduit le groupe cétone. Alors regardez ici, on a réduit l'ester en alcool. Alors si on n'avait pas protégé le groupement carbonyle ici par l'acétone, donc si on avait laissé ici le groupement carbonyle, à son tour il va être réduit. Donc là vous aurez un CH2 ou bien un OH. Voilà, on vient de terminer cette série et à la prochaine série.